Français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir, bienvenue à En Français s'il vous plaît. Nous discutons politique ce soir. Politique française tout d'abord. La France a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Manuel Valls. Il va annoncer son gouvernement dans peu de temps. Le président François Hollande a décidé de changer de Premier ministre après les résultats catastrophiques des élections municipales pour la gauche. Il s'agira d'un gouvernement de combat selon les propos du chef de l'État. Quelle sera sa marge de manœuvre? Quelle chance pour le redressement de la gauche, des possibles changements dans la relation franco-roumaine? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Et avec moi ici, dans le studio de RFI Roumanie, Nicolas Don, journaliste. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Et nous allons parler bien sûr de ces élections. Tout d'abord, je vous propose d'écouter une première déclaration hier soir de François Hollande quand il a annoncé le changement de Premier ministre. Je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message. Parce qu'il est clair. Pas assez de changements, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique et donc encore trop d'interrogations sur la capacité de notre pays à s'en sortir alors qu'il attend à tout. Je n'oublie pas aussi les Français qui se sentent abandonnés quand ils ne sont pas eux-mêmes relégués. Le message que vous m'avez adressé, je le reçois et je dois donc y répondre. Et je vous le confirme, ici, parce que c'est l'essence même de ma tâche. Le redressement du pays est indispensable. Le redressement de notre appareil productif, de nos comptes publics et de notre influence en Europe et dans le monde. Nous avons écouté donc François Hollande. Nicolas Don, était-il absolument nécessaire de faire ce changement ? Écoutez, pour une fois, diront beaucoup d'entre nous, diraient beaucoup d'électeurs, que ça bouge, ne nous plaignons pas. En écoutant François Hollande tout à l'heure, sauf le tout début de sa première phrase, on avait l'impression d'entendre, avec moins de vigueur certes, mais les propos étaient très clairs, on avait l'impression d'entendre le chef de l'opposition. Hein. Donc voilà ce qui est à faire, voilà ce que le gouvernement devrait faire. Je lisais, je ne sais plus où, excusez ma mémoire un peu faiblissante, un éditorialiste français qui écrivait ce matin que le mandat de François Hollande commence réellement avec la nomination de Manuel Valls. Il faut quand même rappeler que François Hollande est au pouvoir depuis 22 mois. Oui, depuis près de 2 ans. Oui. Donc on peut dire que jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Encore une fois, François Hollande vient de faire un bilan extrêmement sévère de sa propre action. Jean-Marc Ayrault était critiqué, décrié, pas très estimé, soyons clairs, au sein même de sa majorité. Les écologistes, par exemple, n'étaient pas les premiers à le critiquer. Au sein même du PS, il n'avait pas que des partisans. Manuel Valls poussé depuis longtemps à la roue quand même pour se voir confier des responsabilités supplémentaires, mais choisir Valls pour François Hollande c'était un peu compliqué peut-être. Et pourquoi Manuel Valls en fait? Parce qu'il y avait d'autres noms, il y a eu d'autres noms qui ont circulé. Pourquoi Manuel Valls qui a été son ministre de l'Intérieur? Il y a eu des tensions entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls l'année dernière. Pourquoi Manuel Valls? Écoutez, si je voulais faire un peu de provocation, et vous savez bien que cela me ressemble un peu, parce que c'est plus à droite des socialistes. Parce qu'il a les faveurs, et ça c'est pas de la provocation, ce sont des chiffres, ce sont des sondages qui sont sortis et publiés depuis très longtemps. Manuel Valls est l'homme de gauche qui bénéficie de la meilleure image au sein d'un électorat qui n'est pas socialiste, qui n'est pas forcément de droite, mais qui n'est certainement pas socialiste, et que c'était l'option, on s'est trompé, on va de l'avant avec une autre politique, ce qui veut dire, on rentrera peut-être dans les détails, sans les écologistes, et c'est cap à droite. Cap à droite,
Pourquoi faire? Ça, c'est une deuxième question. Ceux qui ont un peu de mémoire, et vous en faites partie, Luca, et je suis sûr que ceux qui nous entendent et qui nous écoutent ce soir se rappellent fortement des années Mitterrand et du fameux problème, je dis bien problème, Rocard. Le joker de Mitterrand, l'homme considéré comme à droite, comme un rival possible pour le président de la République qui était alors François Mitterrand, qu'on a vu pendant très longtemps à Matignon, qui est allé à Matignon et qui, comme on dit un peu familièrement, s'est grillé ou a été grillé par son mandat et il n'est plus jamais revenu au premier plan. Par ailleurs, si on renverse la perspective, on pourrait dire François Hollande n'avait pas d'autre choix. Le fait qu'il ait tranché si vite, c'est-à-dire 2 jours après les élections, lui qui est réputé pour prendre son temps, pour détester trancher dans le vif, pour peser, pour sous-peser, pour tenter des manœuvres, dans le bon sens du terme, impossibles, pour avoir des compromis, pas réagir tout de suite sous le coup. Là, il a réagi très très vite. Dans l'urgence, parce que visiblement le gouvernement n'était pas prêt. Valls a été nommé hier, on n'a toujours pas de gouvernement, donc... On est quand même le 1er avril aujourd'hui. Il n'y a pas de blague. Oui, non, mais un gouvernement qui aurait été instauré un poisson d'avril, le gouvernement du 1er avril. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils y pensent. Mais voilà, mais il aurait eu quand même, il avait d'autres choix. On avait parlé, par exemple, pas du ministre de l'Intérieur, mais du ministre des Affaires étrangères, de Laurent Fabius. Oui, c'était possible. La grande expérience de Laurent Fabius, ça, son aura mitterrandienne lui aussi, ça a été Valls, parce que Valls, c'est une carte électorale qui risque d'être plus payante au lendemain d'une débâcle, d'une déculottée, hein, parce que là, si on prend les chiffres, la droite a été balayée par la gauche en 1978, hein, ça date pas d'hier. Mitterrand était le chef de l'opposition de l'époque, donc on a vu quelque chose comme 90 communes de plus de 10 000 habitants qui passaient de droite à gauche. Il n'y a jamais eu cette vague-là depuis. Là, elle est presque aussi importante dans l'autre sens cette fois-ci. Elle est beaucoup plus importante si on compte les chiffres. Parce que j'ai vu qu'il y avait 155 communes de plus de 10 000 habitants qui étaient passées cette fois-ci de gauche à droite. Oui, sauf que la population n'est plus la même et il n'y avait pas le Front National. Donc ça, c'est un autre débat qu'on pourrait peut-être approcher ce soir. Écoutons de nouveau François Hollande sur les questions économiques, parce qu'il a fixé quelques caps à Manuel Valls. Écoutons François Hollande. Son premier pilier, c'est l'éducation, la formation de la jeunesse. Son second, c'est la sécurité sociale, avec la priorité donnée à la santé. Et enfin, le troisième, c'est le pouvoir d'achat, avec une diminution des impôts des Français. Voilà ce qu'il a demandé à Manuel Valls. Il faut expliquer aussi, Nicolas Dom, pour nos auditeurs roumains, que le président, quand même, en France, beaucoup de pouvoir exécutif. En fait, le président désigne le Premier ministre. Et il fait Premier ministre à plein temps aussi. Voilà, on se demande ensuite à quoi ça sert le Premier ministre, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, le président qui peut fixer les conditions de politique générale. Oui, et rectifier le cap à tout moment. C'est-à-dire que la Matignon, c'est-à-dire le siège du gouvernement, a les yeux fixés sur j'allais dire Cotroceni, mais sur Matignon en permanence. Ce que fait d'ailleurs le président Băsescu aussi. Le parallèle est un peu osé, mais on pourra en parler. Donc effectivement, le la politique est donné à l'Élysée. Moi, ce qui m'étonne en réécoutant le président de la République, François Hollande, je précise, le nôtre, le président français, c'est les 3 objectifs fixés à Manuel Valls ne correspondent pas tout à fait à son image. Ce sont des objectifs, si vous me le permettez, économiques et sociaux. Or, Manuel Valls a construit son image, sa légitimité, diront ses partisans, sur une poigne, sur une attitude qui n'est pas franchement complaisante par rapport à quelques thèmes de gauche chers à la gauche et chers à la droite, et un certain Nicolas Sarkozy qui a bâti le socle de sa popularité politique, qui l'a amené d'ailleurs jusqu'au pouvoir, au même ministère de l'Intérieur. Et très nombreux sont ceux, vous le savez bien, Luca, qui font des parallèles entre Sarkozy et Valls, et appellent Manuel Valls le Sarkozy de gauche. Le Sarkozy de gauche, mais il lui a fixé aussi quelques objectifs économiques. Réduire les impôts, baisser les impôts, baisser aussi les charges sociales pour les entreprises, mais en même temps faire des économies
budgétaire. On se demande comment il peut financer tout ça. Mais est-ce que c'est pas une façon de le griller aussi? Par ailleurs, ça c'est le mauvais côté des choses, quand on regarde d'une manière négativement politicienne. Mais par contre, est-ce qu'il est dans la position maintenant, François Hollande, de penser tellement politique? Non, je pense pas. D'autant plus, soyons positifs. Absolument, soyons positifs. D'autant plus que ceux qui se dessinent, parce que le gouvernement, c'est vrai, on l'a pas, mais les rumeurs courent et on a quand même une idée de ce que ça va être. On parle de 2 poids lourds pour encadrer, là encore, pour faire équipe plutôt avec Manuel Valls plutôt que de le surveiller. Enfin, c'est lui en principe qui surveille les autres. On parle d'Arnaud Montebourg, qui aura un ministère ou des ministères élargis, on n'en sait rien pour l'instant, donc c'est pas la peine de se prononcer. Et surtout Michel Sapin, qui prend du galon, qui est un fidèle parmi les fidèles du président de la République, ce qui n'est pas forcément Arnaud Montebourg, qui prend du galon. Donc avec cette espèce de troïka sécuritaire entre guillemets pour Manuel Valls, pour éloigner la tentation Front National et la compétence économique reconnue ou espérée du moins du duo Sapin-Montebourg, sans compter les points d'interrogation que sont positifs et négatifs, que sont Laurent Fabius et les problèmes Taubira, les écologistes et tout ça. Oui. Pardon. Est-ce qu'il y aura il y aura un nouveau gouvernement? Parce que là, vous parlez des gens qui étaient aussi dans le gouvernement précédent, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'il y aura du sang neuf? Est-ce qu'on pourra voir, par exemple, l'ex-campagne de François Hollande, Ségolène Royal, au sein du gouvernement? La mère de Sapin, on le dit très fortement, pour cette teinte sociale, cette fois-ci de justice sociale, ce sont les arguments qu'elle martèle depuis la campagne de 2007, la campagne présidentielle. Ségolène Royal n'a plus de relais dans le parti, donc où les jeux de courant jouent très fortement. Donc je ne sais pas si c'est plus une question d'image. Il paraît également que François Hollande consulte régulièrement son ancienne compagne, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Ils se voient régulièrement, ils se téléphonent régulièrement pour parler politique, avant tout, même s'ils ont 4 enfants ensemble. Les enfants sont grands. Donc c'est possible. Le problème de la gauche, c'est qu'on lui a reproché pendant très longtemps, et on le reproche encore, et les électeurs l'ont sanctionné, un certain nombre de compétences. On lui reproche aussi de ne pas avoir de réservoir. Donc qui au pouvoir, on n'a pas vu encore. Quels sont les gens qui sont en réserve de la République qu'on pourrait ressortir, ou sortir tout court? Voilà, il y en a pas. On a entendu de Ségolène Royal. Il y avait quelqu'un qui me parlait hier soir de Hubert Védrine à la tête du ministère des Affaires étrangères. Oui, ce qui voudrait dire que Laurent Fabius ferait autre chose, étant donné son poids et l'expérience que j'ai évoqué tout à l'heure, ou rien du tout, parce qu'il n'a pas forcément les meilleurs rapports avec Manuel Valls, par exemple, et d'autres. Et quid, question très importante, que fait-on des écologistes? Est-ce qu'il y aura des écologistes au gouvernement? Cécile Duflot n'ira pas, mais qui est la chef des écologistes et qui a eu des rapports catastrophiques avec Manuel Valls dans le gouvernement Ayrault. Absolument, et qui a assez clairement indiqué qu'elle n'ira pas, elle ne rejoindrait pas un gouvernement Valls. Pourquoi pas? Je sais pas, j'extrapole, on est journaliste, on peut faire de la politique fiction avec un souci d'efficacité quand même. Pourquoi pas Daniel Cohn-Bendit, qui est en réserve de la République et des écologistes depuis un petit bout de temps déjà. Il n'a plus de rôle politique en Allemagne. Pourquoi pas un Cohn-Bendit écolo, voilà. Il a parlé de gouvernement de combat. François Hollande, gouvernement de combat. Est-ce que c'est juste une expression? Jusqu'où il peut combattre? Avec quelles troupes d'abord? C'est-à-dire que là, il est évident qu'il faut qu'il réagisse après les résultats catastrophiques qu'on a constatés dimanche dernier. Combattre qui? Avec quoi? La tâche est très très dure. Là, on nous parle d'un pacte de responsabilité doublé d'un pacte de solidarité. Pour l'instant, ça ne recouvre pas grand-chose de palpable. Il y a des discussions, c'est la méthode Hollande, avec tous les partenaires sociaux. Les patrons sont très réticents après avoir demandé beaucoup, peut-être pour en avoir un peu mieux. Monsieur Gattaz est très familier de la chose, étant donné que son papa dirigeait déjà le patronat français. Les communistes peuvent être de plus en plus vocaux. Ils ont perdu quelques fiefs. Vous avez parlé des communistes et je vous propose d'écouter un homme de gauche, parce que, vous l'avez dit, on a un Premier ministre socialiste qui est le plus à droite de tous les socialistes et qui va mener il vous dira le contraire. Voilà, et qui va mener des politiques plus à droite que jusqu'à présent. Écoutons la réaction de Jean-Louis Mélenchon. Le 12 avril prochain, j'appelle tous ceux qui nous écoutent à se rassembler dans les rues
pour la première manifestation de l'opposition de gauche contre ce gouvernement. L'heure du rassemblement pour une nouvelle gauche a sonné. Il est temps maintenant de montrer qu'il existe une alternative éco-socialiste, que nous ne sommes pas condamnés à l'austérité européenne et à l'imbroglio droitier Hollande-Valls. Je suis très triste pour mon pays de la décision qui vient d'être prise. J'y oppose la force de l'enthousiasme et de l'espérance. Jean-Louis Mélenchon, donc, coprésident du bureau national du parti de gauche. Le front de gauche. Du front de gauche, il est pas content. Même si Valls et Hollande sont de gauche. Oui, il appelait au combat, il est nettement plus vocal d'habitude et il semblait pas très convaincu là. C'est un très bon orateur, c'est un tribun qui enflamme les foules et là vraiment il avait une toute petite voix, Jean-Luc Mélenchon, voilà. Il avait pas l'air d'y croire vraiment. D'autant plus que n'oublions pas qu'il co-dirige un parti qui est une fédération de petits partis dont le sien, mais et encore une fois on parle du Parti communiste, avec le Parti communiste ou ce qu'il en reste aujourd'hui, alors que le Parti communiste, rappelons à nos auditeurs, non seulement français, non seulement roumains, mais aussi français, le Parti communiste français, en 78, on parlait au début de cette émission, pesait plus de 20%. Oui, mais est-ce que maintenant la gauche la gauche du Parti socialiste, les écologistes, la gauche de la gauche vont se rebeller maintenant contre ce gouvernement, donc finalement, ce gouvernement ne fera pas de compte en droite, pas de compte en gauche non plus. Non, mais il y a un boulevard pour la gauche et l'extrême gauche. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de taper, si vous me permettez la familiarité de l'expression, sur Manuel Valls que sur Jean-Marc Ayrault, qui était d'une part plus consensuel et d'autre part qui ne prenait pas des initiatives à même d'être extrêmement contestables, parce que beaucoup de gens ne voyaient pas quelles étaient justement les initiatives prises par Jean-Marc Ayrault, même s'il a essayé de sortir quelques mesures fiscales sur la fin pour assurer, dit-on, son maintien à Matignon. Donc là, oui, le jeu politique va se cristalliser avec un Manuel Valls qui sera là pour mener une politique plus droitière dans le sens de social-démocrate. Rêvons toujours à l'allemande. Pourquoi pas? Parce qu'on nous cite tout le temps l'exemple allemand. Les Français ne sont pas des Allemands. Et l'exemple allemand, mais qui a été fait, donc les réformes allemandes ont été faites par Gerhard Schröder, alors qu'il n'y avait pas la pression que la France a aujourd'hui, et les résultats se sont vus quelques années plus tard. De longues années plus tard. Alors que François Hollande et son équipe ont besoin de résultats immédiat. C'est le plus impopulaire de tous les présidents français. Absolument. Et puis les Allemands, bon, c'est un pléonasme, hein. Les Allemands ne sont pas des Français. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est non seulement deux peuples différents, mais les Allemands ont la culture de la concorde et du dialogue social, avant tout, avant d'avoir la culture du débat politique, que nous n'avons absolument pas. Non, les Français ont la culture du conflit social. Du conflit social et de la contestation. Donc à partir de là, ça va être un peu plus compliqué. Donc effectivement, le chantier est immense, c'est très compliqué. Manuel Valls a la chance d'avoir en face de lui une opposition qui, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce que dit son chef Jean-François Copé, sort sans doute renforcé. C'est la vague bleue, mais c'est pas pour ça que la droite est un ordre de marche derrière un seul homme avec un seul candidat à la présidentielle de 2017. Donc n'oublions pas qu'il y a pléthore de candidats, que Nicolas Sarkozy est loin d'avoir dit son dernier mot malgré les au moins 7 affaires judiciaires importantes qui le cernent, plus ou moins de près, et que difficile, encore une fois, pour un camp de droite, quelle que soit l'aile de l'UMP ou de l'UDI ou de Sarkozy ou de ce que vous voulez, d'attaquer un homme qui est populaire parmi l'électorat de droite et qui n'aura pas froid aux yeux quand il s'agira, par exemple, de mener une politique d'ordre, de sécurité, des mots qui sont bannis à gauche, mais très bien vu à droite. Vous avez évoqué la droite et je vous propose d'écouter justement François Fillon, l'autre grand leader de l'UMP, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. D'abord, je veux souhaiter bonne chance à Manuel Valls parce que je souhaite qu'il réussisse, je ne souhaite pas l'échec de mon pays. J'espère simplement qu'il fera un peu moins de communication et qu'il aura un peu plus de résultats qu'au ministère de l'Intérieur. Mais j'ai envie de dire que c'est pas très important au fond le choix du Premier ministre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la question de savoir si François Hollande a vraiment fait des choix dans sa tête. Je l'ai entendu tout à l'heure et franchement, j'ai pas été convaincu. François Hollande, depuis 2 ans, est dans l'ambiguïté.
Et ce soir, il est resté encore dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on continue le pacte de responsabilité, on fait un geste vers les entreprises, on annonce des baisses d'impôts qui sont assez largement irréalistes par rapport aux contraintes budgétaires du pays, on annonce plus de justice sociale. En réalité, la question qui est posée, c'est est-ce que François Hollande va un jour faire la politique de la France plutôt que la politique du PS ou la politique de la gauche ? François Fillon, donc Nicolas, donc qui est ironique à l'adresse de François Hollande, mais on disait tout à l'heure... Un compliment et un tacle, voilà, à la fois, dans la même phrase. La droite a remporté une très grande victoire. Que va-t-elle en faire ? Écoutez, je pense que, là honnêtement, j'entends les leaders de droite depuis dimanche soir, et je pense que pour une fois, il faut un très mauvais procès à François Hollande, parce que François Hollande a bougé. Donc on lui reprochait son immobilisme, son art du compromis, cette tergiversation dont on parlait tout à l'heure. Là, en nommant Valls à Matignon, le message est très très clair. Il a opté pour une politique social-démocrate, claire, avec un homme à poigne. Maintenant, reste à savoir s'il va se donner les moyens de réussir ou pas. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas bougé et qu'il attend encore que les choses se fassent. Il n'a pas entendu. Beaucoup d'observateurs diront, je l'ai évoqué brièvement au début d'émission, il a peut-être joué sa dernière carte, ou la plus forte, celle dont il disposait. Donc là, effectivement, je rappelle encore ces éditorialistes, je suis désolé, son nom m'échappe, mais son mandat commence maintenant, le mandat de François Hollande, et non pas de Manuel Valls à Matignon. Donc effectivement, il a mis carte sur table. Reste à savoir si Manuel Valls aura les moyens. Reste à savoir surtout, chose très importante, sans rentrer dans la politique politicienne, s'il aura le soutien de tout le Parti socialiste pour qu'il puisse réussir, permettez-moi d'en douter fortement. Reste à savoir si la droite saura s'opposer d'une manière raisonnable et en même temps fédérer ces candidats ou désigner petit à petit un candidat qui s'imposera de lui-même, ce qui n'est plus le cas de Nicolas Sarkozy. Il a misé là-dessus. Je pense que pour l'instant, il n'a pas gagné son pari. Donc en gros, si la droite est occupée à gérer des guerres internes, Manuel Valls saura les coups des franches et pourra avancer si il a ses troupes derrière lui, si on lui demande pas des miracles, et encore une fois, si la perception des Français est telle qu'il faut l'aider. N'oublions pas que les gens ne sont pas allés voter, les gens se désintéressent de la chose politique, et c'est là qu'on peut peut-être faire le parallèle avec ce qui se passe en Roumanie, malheureusement. On va parler tout de suite de la Roumanie. Et donc Valls, s'il déclenche un élan à la fois, populaire c'est beaucoup dire, mais si les gens disent tiens, il y a un truc qui change, s'il arrive à convaincre son propre parti de le suivre, là peut-être il y a une chance de réussite. Avant de parler de la Roumanie et du changement peut-être de la relation franco-roumaine, parce qu'il faut pas oublier que Manuel Valls a eu des positions très tranchées sur l'espace Schengen et sur les Roms. Écoutons un peu la droite de la droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui elle aussi très sceptique, elle l'aurait pas pu être autrement, sur Manuel Valls. Je pense que cet homme est dangereux. Je pense qu'il n'a absolument aucun respect pour les libertés publiques et pour les libertés individuelles des Français. Par conséquent, il y a tout à craindre de sa nomination à un poste aussi important que le poste de Premier ministre. C'est un homme d'autorité dans les mots, car la réalité, c'est que dans les faits, il n'y a aucune autorité. Dans les faits, la police n'a reçu aucune consigne, aucune direction. Tout est dans la communication. C'est donc assez étonnant de le mettre à la tête d'un gouvernement, d'autant que M. Valls n'est pas particulièrement connu pour ses compétences en matière économique. Or, l'augmentation massive du chômage et la situation très grave de l'économie est le sujet de préoccupation principale des Français aujourd'hui. C'est donc encore une fois un choix étrange. On ne peut que penser qu'il s'agit là en réalité de carboniser M. Valls pour que celui-ci ne puisse pas faire parler ses prétentions et ses ambitions qui sont fortes, notamment dans le cadre des futures élections présidentielles. Elle n'a pas complètement tort, Marine Le Pen. Quand elle dit, elle prête parfois à sourire quand elle dit que Manuel Valls n'a pas de respect pour les libertés publiques. Non, mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, si vous passez l'expression. Public. Mais ensuite, quand elle parle du manque d'expérience économique de Manuel Valls, là, il y a beaucoup d'analystes, d'experts qui disent la même chose. Manuel mais il ne faut pas sortir de l'ENA pour le constater. Voilà. Donc là, effectivement, dans la même phrase, là encore, Marine Le Pen nous montre un dangereux meneur liberticide. C'est un peu étonnant.
en nous disant tout de suite derrière qu'il est incompétent non seulement en matière économique, mais qu'en fait il n'est pas si méchant que ça et qu'il n'est pas tellement à poigne et que donc finalement il fallait pas le nommer. Ben, c'est le choix le plus embêtant pour le Front National en même temps, parce que c'est l'homme qui peut priver le Front National d'un accroissement de sa base électorale, qui est incontestable. Ça, c'est la politique de Marine Le Pen, contrairement à celle de son père, qui a monté et qui a monté en graine aussi ce parti. Et Marine Le Pen a choisi non seulement de dédiaboliser le Front National, mais aussi de l'implanter patiemment, longuement au plan local. Et voilà que cette politique-là paye. Que le vote soit juste ou pas, ça c'est un autre débat, on n'en est pas là. Mais elle a réussi sa politique. Effectivement, le Front National est la troisième force politique française à même de casser ce classique duel bipolaire UMP-PS que Marine Le Pen appelle UMPS. Elle va poursuivre sa politique avec en ligne de mire naturellement 2017. Elle en parlait même tout à l'heure, on vient de l'entendre. 2017 c'est quoi ? 2017 pour nos amis roumains c'est les présidentielles, avec François Hollande qui pense sans doute se représenter, avec Manuel Valls, même avant qu'il soit Premier ministre, qui pense tous les matins en se rasant, comme disait Nicolas Sarkozy il y a quelques années, qui le même Nicolas Sarkozy, même s'il porte depuis longtemps une barbe de 3 jours, il y pense, donc il se rase pas tous les jours, mais il y pense sans doute quand même, et Marine Le Pen, plus peut-être que tous les autres réunis. Est-ce que dans la relation avec la Roumanie, ça va changer quelque chose ? Parce qu'encore une fois, Nicolas Don, Manuel Valls, a été le premier ministre français à faire une visite ici dès que les socialistes sont arrivés au pouvoir, avec un message sur les Roms. On l'a vu à Bucarest il y a un an, il y a près de 2 ans. Un message dur. Puis il y a eu ces déclarations sur l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen, en étant le premier à dire que la Roumanie et la Bulgarie n'étaient pas préparées pour entrer au 1er janvier 2014. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de ce côté-là ou non, parce qu'on a vu que les problèmes de la France sont tellement grands et tellement ailleurs, et hier dans le discours de François Hollande, il n'y avait pas un mot sur les questions de sécurité, tout était sur l'étranger, voilà. Simplement. Voilà. Non mais je pense effectivement, vous avez tout dit Luca Niculescu, effectivement, donc je pense que les problèmes sont autres que les quelques milliers de Roms qui posent problème en France. Je pense que Manuel Valls n'a plus à démontrer sa ligne sécuritaire, sa poigne, comme disait Marine Le Pen tout à l'heure, donc il ne va pas recommencer j'allais dire un numéro, mais enfin une posture qui est plus celle de ministre de l'Intérieur que d'un Premier ministre. Il a d'autres chats à fouetter. Je pense aussi, parce que j'aime bien moi savoir d'où viennent les gens, que c'est pas l'individu froid qui ne pense pas, qui laisse pas parler son cœur et qui n'a pas le moindre égard pour tout ce qui est humanité autre que celle de son pays actuel et du moment. J'en veux pour preuve son histoire personnelle. C'est un fils de républicain espagnol. Manuel Valls est arrivé, il n'est pas né en France, il est né à Barcelone, c'est un fan du Barça, et il est devenu français hier, c'est-à-dire en 1980. Et ça aussi, c'est un bel exemple de ce que peut être la France. Il y a 2 leaders maintenant, issus de l'immigration espagnole, qui dirigent nés en Espagne, France, nés en Espagne. Anne Hidalgo, absolument, la maire de Paris, et maintenant Manuel Valls. Absolument, donc un bel exemple de l'intégration à l'américaine, je dis, portée sur le sol français. Et pardonnez-moi encore une fois, Luca, je sais que c'est pas tellement votre tasse de thé, mais c'est la mienne et celle de beaucoup d'auditeurs sans doute, c'est le football. Et Anne Hidalgo porte le nom, il n'y a pas de lien de parenté, Hidalgo, du premier entraîneur du foot français qui nous a amené le premier titre national en France, par nation, la France qui a gagné le championnat d'Europe sous la houlette de Michel Hidalgo, qui était lui aussi issu d'immigrés espagnols. Donc pourquoi pas des immigrés roumains bientôt à l'Élysée, à Matignon. Regardez, il y a une Popescu qui dirige une commune en France. J'ai vu ça, mais Melan, en Yvelines. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Et quoi de plus roumain que Popescu ? Franchement, peut-être il y a dispute avec Ionescu, mais là c'est parfait. En fait, elle est mariée, Popescu, et ça se trouve, elle s'appelait Ionescu à l'origine. Nicolas Don, merci beaucoup pour cette discussion. On se retrouve la semaine prochaine. On aura probablement d'ici là un gouvernement en France. Merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.